patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 9. Cette semaine émission braquage, révolte et âne damné. Partout où les chiens aboient, on a rendez-vous avec la loi. Plus de problèmes avec la foi, on a démêlé le vrai du faux, on a démêlé notre vie du droit. On arrivait de tout brûler et demain... Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation de la chanson Demain du groupe Demain, donc nous allons parler de plein de choses et notamment donc de braquage et compagnie avec pour commencer la ressortie chez Rimini en DVD Blu-ray du Coup de l'escalier aka Out Against Tomorrow de Robert Wise, film de 1959, et ensuite nous parlerons de deux sorties récentes au cinéma, tout d'abord Mon pays imaginaire de Patricio Guzman et EO aka Ian de Jerzy Skolimowski. Et pour parler de ce je prends autour de cette table, il y a donc bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Et donc car nous parlons de films de vieux cul, de films en noir et blanc, nous avons appelé notre expert qui est la couleur. Il y a Simon Lejeune, dit Simon Demaître. Bonsoir Simon. Salut à tous. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Voilà, donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda et news, donc la principale news des 3 dernières semaines, c'est que après 20 ans, et moi ça fait plus de 10 ans que je le connais, Thibaut a quitté la coalition des cheveux longs. Thibaut s'est enfin coupé les cheveux. Eh oui, Thibaut. La vieillesse est un naufrage. Exactement, c'est ça. Donc Thibaut a abandonné son célèbre catogan, sa fameuse queue de cheval, pour rejoindre le monde des adultes, le monde des gens qui ont des cheveux courts. Donc voilà, maintenant tu as presque la même coiffure que Simon d'ailleurs. Oui. Vous allez pouvoir faire un nouveau gang, un club. Alors Thibaut, qu'est-ce qui vous a pris? Quelle nouvelle? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour avoir ce changement radical, on peut le dire, dans votre carrière? Écoutez, l'expérience, voilà. C'est ça, maintenant un homme d'expérience, on va dire ça comme ça. Et voilà, vous voyez les jeunes, faites attention avec l'âge de ceux qui vous arrivent, ceux qui vous guettent. Voilà, ouais. En tout cas, la perte de cheveux. Exactement. En tout cas, on est très heureux, comme mon cher Thibaut, de vous revoir parmi nous. Ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu dans les studios. Eh oui, les aléas de la vie familiale. Exactement. Et de la maladie. Ah, c'est ça. Oh là là, regardez-moi ça. Il se coupe les cheveux, les enfants malades. vomissent. Bref. Les agendas, sinon, au-delà de ça, donc demain, il y a ce soir, en ce moment même, à l'Arvor, exprès pour nous faire chier. Dans 10 minutes. Voilà, donc à l'Arvor, il y a Monumental, avec la projection de Il était une fois en Amérique de
Sergio Leone dans sa version longue de 4h15 qui passe évidemment pile à l'heure où on ne peut pas y aller. Merci beaucoup à la revoir. Mais donc, si vous le pouvez, vous avez encore 10 minutes pour vous précipiter. Ouais, c'est quand même l'un des plus beaux films du monde. Oui, c'est pas mal quand même, on peut le dire. C'est pas mal. C'est assez joli quand même. Ouais, oui. C'est bien fait. C'est bien, oui. De la belle ouvrage. Exactement. Un bel artisan. C'est Sergio un bel Leone. artisan. C'est propre. C'est propre. Un peu empoulé, mais propre. Demain, au tambour, soirée en partenariat avec Comptoir du Doc dans le cadre du mois du film documentaire avec une série qui s'appelle Portrait, comme un titre français avec le S entre parenthèses. À 18h, il y aura un film de Laure Portier qui s'appelle Soy Libre. Et à 20h30, un film de Mariko de Tréliou, Simone Barbès ou La Vertu. Un film qui est vachement bien, que je vous recommande, sur une ouvreuse de cinéma porno en 1975. Le mois du Doc, donc, qui dure jusqu'au 30 novembre. Exactement. Dans un mois complet. Un mois, donc, Sur la métropole rennaise, effectivement. Voilà, dans toutes les Yvelines, voilà. Pour ceux qui Exactement. habitent près de Rennes. Sinon, ce dimanche, 2 événements à Rennes. Tout d'abord, donc ce sera l'après-midi au bar de l'Overlook sur la Dalle des Horizons. C'est la mini-convention cinéphile organisée par l'association 97 mm avec plusieurs éditeurs de livres et de vidéos, comme on dit, donc, qui seront là. Il y aura notamment Rimini et nos camarades de Spectrum Film qui seront là pour présenter leurs petits produits. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, d'autant que les mêmes camarades de Spectrum Film la veille, donc le 12, toujours au cinéma Arvor, vous aurez la joie de voir ou revoir sur grand écran le fabuleux film de Hermagno, Ebola Syndrome, voilà, dont on avait parlé ici il y a quelques semaines. Oui, je tiens juste à préciser par rapport à cette mini-convention, parce que j'ai eu Willy, donc l'un des patrons, l'un des membres de l'association 87 mm, il y a quelques temps, et il m'a dit qu'en termes de stand, il y avait quelques pépites à dénicher, notamment en termes d'affiches de cinéma original, bien entendu. Donc, voilà. Mais vraiment des trucs, il m'a dit, il a eu la liste des affiches qui étaient disponibles chez un collectionneur qui met en vente certaines affiches d'origine, et il y a des trucs de fou. Voilà. Mini-convention d'ailleurs où il y aura aussi notre camarade Melvin Z qui viendra vendre sa lessive, donc vendre son livre sur Mad Max. Si vous voulez entendre Melvin parler, hein, si vous avez un peu de temps devant vous, genre 3 heures, il se fera un plaisir de vous parler de ça. Et à la fin de la journée, à 19h, notre camarade et ami Jules Topoc présentera sa conférence sur Rocky. Un Donc, gros programme. Hein. Voilà, exactement, beau programme. Un beau week-end de Et après cinéma cette déviant. convention, vous pourrez vous diriger une fois de plus au cinéma Arvor dans le cadre des films du dimanche soir qui vous sont proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. À 20h15, nous aurons la joie de vous proposer, pour voir ou revoir une fois de plus, le film de Michael Powell et Emmerich Pressburger, Les Chaussons Rouges, un des plus beaux films de toute l'histoire du cinéma. C'est quand même pas de la gnognotte. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parlait en plus de ça. Oui, celui-là. un des films quand même de référence du nouvel Hollywood, notamment de Martin Scorsese et de Brian De Palma, qui les classent tous les deux dans leur top 3 des meilleurs films de tous les temps. Et C'est pour quand même pas compléter ce week-end ultra chargé, tu as cité donc le groupe Demain, Demain. qui jouera vendredi soir Au Mélo. au Melody Maker à 20h30, 21h. Donc voilà, plein de choses prévues ce week-end. Match Samedi soir ouais. en plus. Voilà. Oh là 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 là. le dernier avant cette avant la escroquerie trêve, de boycott Coupe du Monde. Qatar. Exactement. Donc voilà, sinon dans les cadres des sorties nationales, beaucoup de choses, mine de rien, qui sortent la semaine prochaine. Il y a le nouveau film de James Gray dont nous parlerons la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc Armageddon Time, qui n'est pas du tout un film catastrophe. Hein. James Gray n'essaye pas d'émuler Michael Bay. Je pense que c'est bien pour lui d'ailleurs, parce que je pense qu'il aurait du mal, mais donc qui comme tous ceux de sa génération qui se tapent une petite crise de la cinquantaine, donc font des films qui parlent de leur jeunesse, ou en tout cas du cadre de leur jeunesse, après Pitié et Cutie. Donc et là, le rapport avec Armageddon du coup je sais pas, j'ai pas vu le film. Non, d'accord. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, une genre de fin du monde qui va se passer chez cette C'est le remake de enfant. Mélancolia de Lars von Trier en fait. Et voilà, c'est ça. Je n'ai aucune idée du pourquoi du titre. Mais une surprise peut-être, hein. Un genre de teasing, mon cher Simon. Sinon, toi Thibaut, parce que si Thibaut aussi, comme tu es noir à l'intérieur, il y a demain Black Panther 2 Wakanda Forever qui sort, donc sans Chadwick Boseman qui est excusé pour cause de mort, mais qui donc est remplacé par visiblement personne, mais là visiblement, donc ça va être les gars du Wakanda qui vont se battre contre des Aztèques. La tronche de Simon. Voilà. Parce que pourquoi pas. Mais bon, signons quand même que 2h40, non? Oui, mais signons que quand même la principale qualité de Wakanda Forever a été de marquer le retour de Rihanna quand même à la chanson après quand même 5 ans d'absence. Ça n'a rien fait depuis Anti. Enfin si, elle a fait un duo en 2017 avec DJ Khaled, Wild Thoughts, qui était un rip-off de Santana. Donc voilà, elle est enfin revenue avec une chanson. Elle est quand même maline, hein. Elle branle rien à part vendre des slips pendant 5 ans. Puis là, hop, elle pourra prendre un des plus gros cartons de l'année pour glisser sa petite chanson au pif. Et avant de jouer à l'habitant du prochain Super Bowl, voilà.
Voilà, ce sont quand même des informations importantes, Oui. Simon. Un business C'est plan, c'est brillant. Ouais, un business plan parfaitement réglé. Exactement. Alors sinon, dans les autres sorties, dans un tout autre genre, qui je pense un peu différent peut-être de Black Panther 2, c'est le nouveau film de Albert Serra, Pacifiction, avec Benoît Magimel. Paraît que c'est très beau. Oui, on en parlera Belle peut-être aussi réputation. quand on le reverra. Donc je dois le voir, je pense, cette semaine. Sinon, il y a 3 nuits par semaine, un film dans le milieu des travelots parisiens. Sinon, c'est une chanson d'Indochine. Oui, exactement. J'ai pensé à ça évidemment tout de suite. Hein. Il y a le nouveau film du cousin de Thibaut en tant que metteur en scène, donc de Clovis Cornillac avec Couleur de l'incendie. Ouais. Donc Couleur de l'incendie, adaptation d'un bouquin, enfin d'un scénario de Pierre Lemaître avec Benoît Poulvorde et Léa Drucker, si je ne m'abuse. Voilà. Sinon, il y a une nouvelle comédie française avec Pio Marmaille qui s'appelle Pétaouchnok. Bon, ça c'est pour moi. Toi. Voilà. Sinon, il y a la ressortie de C'est arrivé près de chez vous, donc en salle. Malheureusement, pas Rennes, je crois, mais donc. Tout le monde l'a vu. Oui, mais ça serait comme un plaisir de pouvoir le revoir en salle. Sinon, il y a un documentaire qui s'appelle Le Riposte féministe. Et comme disait la vieille bique qui était dernière mois au cinéma la semaine dernière pendant la bande-annonce, encore un film sur des terroristes féministes. Donc voilà, je pense que quand elle a vu le film d'après, ça lui a fait un petit peu mal au sein, mais... Et sinon, de manière presque contractuelle, je suis obligé de le dire, j'imagine qu'il passera pas chez nous, mais il y a le nouveau film de Robert Coudray, Heureux les fêlés. Qui est Robert Coudray ? Eh bien, Robert Coudray, il a à Lisieux, dans le Morbihan, voilà, donc pas très loin entre Brocéliande et Malétroit, il a le musée du poète ferrailleur. Ah ouais, il paraît que c'est super ça. Oui, le musée est super. En plus, maintenant, il a bien grandi. Il y a quelques années déjà, il avait autoproduit un film donc qu'il avait réalisé au fur et à mesure des années. Et donc là, il a fait un deuxième long métrage qui se passe toujours à peu près dans le même univers. Et je dis que c'est contractuel parce que mes parents le connaissent. Donc, voilà. Et moi-même, je l'ai rencontré quand j'étais petit. Il est très sympathique et son musée est super. Donc à Lisieux, voilà, le musée du poète ferrailleur. Si vous voulez y aller, il y a plein de trucs qui sont faits à la main, qui sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, il sort un deuxième long métrage, Heureux les fêlés. Très bien. Voilà. Nous allons pouvoir passer à la section critique de cette émission en parlant de Robert Wise, un mec qui fait du travail bien fait.
Godard sur Syllab, et non, c'était Secteur Pavé avec Travail bien frais, donc fameux groupe de punk brestois dont on attend le 2e album pour l'année prochaine. Voilà, des garçons très recommandables qui joueront mi-décembre à Rochefort-en-Terre avec la Brigada Flores Magone. Donc je vous encourage à venir, ça va être une belle soirée intelligente. Donc voilà, et de travail bien fait et d'armes au poing, il en est question à l'occasion de la ressortie en DVD Blu-ray chez Rimini, donc du coup de l'escalier, aka Out Against Tomorrow, de Robert Wise, film de 1959, avec notamment notre ami Robert Ryan, on y reviendra, Harry Belafonte, Shelley Winters et Ed Besley, donc film écrit officieusement par Abraham Polonsky, à l'époque où il était donc blacklisté à cause du macartisme chez nos collègues américains, et adapté d'un roman de William McGivern, et c'était un projet qui était initié par Harry Belafonte, qui était déjà connu comme étant une vedette du musical et du monde du spectacle de manière générale, et qui avait tourné la même année un autre de ses films les plus célèbres avec celui-ci en tant qu'acteur, qui est Le Monde de la chair le diable. Ah putain, c'est super ça. Film post-apocalyptique dans les rues de New York déserte, effectivement, film absolument incroyable, fabuleux. Et donc là, c'est un film de Robert Wise, réalisateur versatile s'il en est, qui aura touché à peu près tous les genres avec quand même beaucoup de succès, on peut le dire, que ce soit dans la comédie musicale avec La Mélodie du Bonheur, il aura fait West Side Story. Avec West Side Story, il aura fait des films de science-fiction avec Star Trek, avec Le Mystère Andromède, il aura fait des polars, voilà, il aura fait western aussi, des westerns, effectivement, c'est le rouge, ouais. C'est ça. Donc il a fait à peu près tout sur une carrière de plus de 50 ans. Un garçon qui a commencé comme monteur en bossant aussi avec des demi-selles comme Orson Welles par exemple. Donc voilà, un garçon qui a une carrière absolument fabuleuse et qui, dans tous les genres qu'il a à peu près investi, a été à chaque fois, au moins une fois, absolument incroyable. Une carrière assez étrange que ce garçon, qui est d'une méticulosité dans son travail et dans son exécution assez incroyable au vu de sa filmographie. Et donc le coup de l'escalier de Quoi que ça cause, et bien donc c'est un polar, donc comme je le disais, de 1959 avec Harry Belafonte, qui est engagé par Ed Besley pour participer à un braquage. Lui est un chanteur, même pas sur le retour, on va dire, qui est carrément sur la pente descendante, et donc il a un peu de mal à se refaire, donc il décide d'accepter de participer à un braquage auquel participe aussi notre ami Robert Ryan, qui lui est un gros enculé raciste, facho, et s'il y a bien un truc qu'il aime pas, c'est bien les noirs comme Harry Belafonte. Donc au début, évidemment, il va y avoir quelques tensions. Ah là là, moi j'ai pas envie de bosser avec des noirs, et puis moi j'ai pas envie de bosser avec des racistes, mais ils vont quand même essayer tant bien que mal de mettre sur pied ce braquage. Bon, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et donc sur ce canevas de film, enfin de post-film noir plutôt, parce que là, Simon nous en parlera, mais la période du film noir à ce moment-là, historiquement, est déjà terminée, même si ça reprend beaucoup des archétypes et des figures visuelles. Donc Robert Wise dresse à la fois un portrait de galerie de personnages pour le moins hétérogènes, mais qui ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous complètement largués par la vie. Et il va mettre au milieu de tout ça une mise en scène hyper sèche, où ces influences habituelles qui sont donc à la fois le film noir et donc ce de quoi vient même le film noir, certains procédés presque expressionnistes de mise en lumière, pour justement mettre en scène un peu cette tragédie de la galaxie, de ces trois personnages principaux là. Décidément, ça fait 2 fois. Simon, donc film de vieux cul, film noir et blanc, film avec Robert Ryan, donc vraiment que des choses que vous aimez a priori, mon cher. Oui, alors je vais juste revenir sur ce que tu dis du personnage de Robert Ryan. Moi, je le vois pas comme un personnage qui est tout à fait négatif. Et là, il y a un truc que je trouve vachement intéressant dans le film, c'est comme tu dis, il arrive un peu après le film noir, parce qu'il est en 59. Et il y en a qui classent encore ça comme la fin du film noir, hein, c'est pas... Mais l'idée du personnage qui est assez géniale, en fait, c'est que c'est quasiment le personnage de film noir des années 40, mais 10-15 ans après. C'est-à-dire que quand on avait... Non, pas vraiment, c'est-à-dire qu'on avait... Faut juste imaginer qu'il avait... En fait, on avait Dana Andrews, on avait Burt Lancaster qui avait 30 ans à ce moment-là quand il jouait des personnages de film noir, donc qui étaient des personnages de film noir qui avaient 30-35 ans. Ou même Robert Ryan. Ouais, ou Ryan jouait des vrais salauds à ce moment-là. Mais plutôt le personnage classique. Et alors, en fait, dès le premier plan du film, on a un plan du caniveau.
Et c'est tout bête, mais c'était un peu l'image vraiment des films de la première période du film noir, c'est-à-dire 45-50, avec cette idée d'un personnage qui est à mi-chemin entre le bon côté et le mauvais côté. Et Ryan, en fait, dans le film, donc joue un type comme ça assez désagréable dès le début, mais le premier plan, c'est lui qui se balade dans la rue, qui regarde les oiseaux, il y a des petits enfants qui le bousculent, dont une petite fille noire, il la soulève en l'air, il lui dit un truc qui est très gentil, on sent qu'il est un peu... La négresse, hein. Ouais, mais il fait un petit commentaire en la regardant, en souriant, il la laisse partir, on voit qu'il est... Un petit peu protecteur, quoi. Oui, mais... Protecteur raciste. Bienveillant. Oui, Ouais. bien sûr, mais... Une bienveillance coloniale, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas encore ce côté, c'est-à-dire que après, ce qui est étonnant, c'est qu'il prend un ascenseur et il se retrouve avec un liftier qui est noir aussi. Ouais, et là, tout de suite, par contre, il veut pas lui parler, on voit tout de suite qu'il le méprise. Et on va voir ça dans le film de ce personnage, en fait, qui a tout raté, en fait, pas vraiment, ou qui n'a pas eu sa chance, comme les personnages de films noirs des années 40, c'est-à-dire des gus en fait, qui n'ont jamais réussi à trouver un truc qui leur plaisait à faire, on va dire, dans la société. En général, c'est des mecs à chaque fois qui revenaient de la guerre, donc la guerre 39-45 dans les films noirs de la première période. Lui, a priori, il revient de la Corée, je crois qu'il y a un mot ou deux qui sont liés là-dessus. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est un vétéran de ces guerres-là. Et il a jamais retrouvé, a priori, un truc. Et la plus belle scène du film, pour moi, c'est celle où il trouve sa compagne chez les Winters, qui est un personnage qui est très curieux dans l'échelle des films noirs, c'est-à-dire que là on a la femme positive, donc ça on en a dans les films noirs, mais qui vient aussi de la rue, etc., et qui en même temps essaie de construire un truc avec lui, et lui on voit bien que ça peut pas lui suffire en fait, et un des gros problèmes qu'il semble avoir en fait dans le film, ce personnage-là, c'est de pas avoir d'antagoniste en fait, il arrive pas à se trouver vraiment d'ennemis en fait, et pas de raison d'être, il passe son temps à dire non, si je fais pas un truc maintenant, j'en trouverai pas. Comme beaucoup d'anciens soldats justement qui cherchent avoir un conflit pour pouvoir avancer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en plus, je sais qu'on a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que ça colle bien aussi à l'image de Robert Ryan qui, dans presque tous les films, on n'a pas vraiment l'impression qu'il emmerde, mais que tout le fait chier. Oui, c'est ça. Ouais. Il a vraiment un style de jeu, en tout cas une manière de se poser où on a toujours l'impression que quoi qu'il se passe, tout va l'emmerder. Surtout sur cette période-là, en fait. C'est ce qui va amorcer deuxième partie de carrière. À partir par là, vers 58, et puis après toute la fin. Parce qu'au début, dans ses premiers films noirs, il joue au contraire un type qui était très, très, très raciste et extrêmement méchant. Je pense au film de chez Edward Mitrick, etc. Et du coup, pour moi, là, le gros intérêt du film, c'est là-dessus. C'est-à-dire, on reprend une figure classique du film noir, mais on la voit plus tard, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait pendant les années 50. Et il est quand même dans un environnement qui a complètement changé aussi. C'est-à-dire qu'avant, on était passé on va dire, de la ville noire, surtout c'était New York, en fait, avec des clairs-obscurs très forts, etc. Avec cette architecture, en fait, qui est déjà une architecture début 20e, mais qui est dans un style assez ancien. Dans les années 50, on repasse à un changement d'architecture total, avec plutôt des grands parkings vides dans les films noirs, une architecture moderne, beaucoup plus vitrifiée. Et là, les premiers plans du film sont assez super, c'est-à-dire qu'on retrouve la ville noire habituelle, mais elle est vide en fait. Il y a ce côté vide des années 50 et il n'y a plus ces super éclairages, des clairs-obscurs, enfin en tout cas au début. Et le film est assez curieux pour le monde qu'il met en place. D'autant qu'en plus pour Wise, c'est son dernier film qu'il fait avant de passer au scope. Pour ça, son dernier film en noir et blanc avant de refaire du scope. Oui. Donc il y a vraiment une notion de format aussi chez lui qui va beaucoup évoluer quand il passera ou quand il fera l'aller-retour entre le scope et puis le format plus classique du 1.66 ou du 1.85 justement. Peut-être une manière de filmer la ville qui est différente chez lui dans un environnement pareil. Après, la petite question que je me posais, c'est est-ce que le film il n'a pas été réalisé donc là on a une copie qui est en 1.37, mais est-ce qu'il n'a pas été réalisé avec la technique de l'open mate pour pouvoir être projeté dans des salles en format plus large? Ça m'étonnerait qu'en 58-59, les salles de cinéma reprojettent des films en format aussi. L'idée, à mon avis, c'était de les tourner pour qu'ils soient diffusés à la télé après dans ce format-là. Par contre, c'est vrai que quand on voit la mise en scène du film, il a vraiment été pensé au format 1.37. Ça, c'est assez remarquable parce que tu parlais tout à l'heure des techniques de filmage. Enfin, c'est assez incroyable à quel point il reprend toutes les techniques de base du film noir, c'est-à-dire l'extrême profondeur de champ, les plans avec le miroir, des personnages qui sont dans le même plan quand ils se tirent dessus, tout ça. Il y a beaucoup de reflets. Ouais, c'est ça. Thibaut. Oui, moi je trouve que la grande force du film, c'est que donc c'est un film de braquage et l'enjeu du film est initié dès le départ, parce qu'en fait on va parler de ce braquage dès les 15 premières minutes. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait le film ne va pas s'intéresser au braquage, ne va pas s'intéresser à la précision mécanique professionnelle des braqueurs. Alors que c'est souvent le cas dans les films de casse, justement, on aura souvent des grandes scènes de préparation. On n'est pas chez Jules Dassin, on n'est pas chez Stanley Kubrick, on n'est pas chez Michael Mann. Voilà.
Et on revient je toujours pense- à Michael Mann. Je pense Oui, comme c'est ça, pas on est Michael un peu Mann. du côté de Quand la ville dort aussi. Là. Enfin, je pense que dans les films noirs, il y a ce truc très américain. Il y a ce truc de. On fait un braquage, mais on s'intéresse moins au braquage en lui-même que ce truc. C'est ça. Et en fait, du coup, Wise va pendant, je sais pas, le braquage, il dure quoi? Il dure 20 minutes, les 20 dernières minutes à peu près. Plus la fuite, après de la caisse. Plus la fin, mais on va éviter de la divulgacher. Mais en fait, on s'intéresse vraiment au parcours de, je dirais, voilà, Belafonte et Ryan, un des deux personnages principaux, sachant que le troisième larron et celui qui initie le braquage est un petit peu mis de côté. C'est vraiment, on s'intéresse vraiment à ces deux personnages-là qui sont deux antagonistes, enfin non, qui sont deux représentants de la société américaine. Et comme dans le film noir, voilà, la société américaine, c'est un des postulats du film noir, c'est de montrer une société américaine qui est complètement désagrégée. C'est que la grande société, en fait, c'est qu'un mythe et qu'elle a énormément de gens de côté. Et en fait, voilà, pendant 1h10, on va voir, ça va même pas être une confrontation en plus, c'est que chacun de leur côté, on va voir ces deux personnages-là en train de galérer dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie même quasi amoureuse, parce qu'il y a une petite histoire, il y a un petit flirt entre Robert Ryan et sa voisine de palier, sa voisine, je pense. Oui. C'est ça, c'est carrément ça, plus ou moins sa compagne, non? Non, il y en a Sa une autre. poule. Ah oui, Ouais. l'autre. Ah oui, Il y en c'est a- vrai. Ouais, pardon, je sais pas. Et en fait, Quel playboy voilà. sur Robert Ryan. Ouais, et en fait, voilà, et on voit vraiment que ces deux personnages-là sont complètement laissés tomber, laissés pour compte, même qu'on les trouve sympathiques ou totalement détestables. Le but c'est qu'ils sont totalement laissés pour compte et qu'il n'y a rien qui va les rattraper. Et comme vous le disiez tous les deux, ils ont rien pour s'accrocher. Peut-être Harry Belafonte avec sa fille, et encore, il est vraiment, il croule sous les dettes, donc il. Et encore parce Donc que il en tu vois peut tout ce qu'il rate, que ce soit en musique, avec sa Mais famille. et tout. voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en effet, moi, je trouve hyper bien chez Robert Wise, qui est peut-être un cinéaste pas mésestimé, parce qu'il voilà, il a sorti quand même une palanquée de chefs-d'œuvre. Mais il me semble qu'il est un peu mis de côté, alors qu'il est hyper intéressant d'un point de vue technique, parce que comme tu le disais, mise en scène ultra sèche, et pourtant il y a un rythme un petit peu lancinant, peut-être est-ce dû à la musicalité un peu jazzy du film. Et puis surtout cette capacité de filmer la rue, ça c'est absolument incroyable. On en parlait déjà dans Le jour où la Terre s'arrêta, cette capacité vraiment quasi documentaire à poser sa caméra dans les rues d'une ville et à saisir un petit peu ce qui se passe. Et là, je trouve que c'est absolument fabuleux, au-delà du grand thème sur le racisme. Voilà, je pense que le film peut être vu comme une introduction à la lutte des droits civiques qui va arriver plus tard, mais je pense pas que ce soit l'axe majeur de réflexion Non, mais du film. c'était On aussi, est vraiment sur ces deux aussi persos qui ce que sont totalement voulait faire paumés. Belafonte quand il achetait les droits du livre et qu'il initie le projet, justement, c'était quand même essayer de parler des droits civiques des Afro-Américains et d'essayer un peu par le biais du film de genre, par le biais d'un film populaire, par un réalisateur qui était déjà un mec qui était installé, qui avait un certain succès, on va dire, d'essayer de faire ressortir ces problématiques-là, parce que lui, comme Poitiers ou comme Heston, étaient des gens qui étaient très investis dans la question des droits civiques, y compris dans le milieu du cinéma, on va Ouais. dire. Mais je pense pas que ça soit. Je Non, pense pas c'est que c'est pas la grille forcément- de lecture non. principale du film. C'est une des grilles de lecture, mais je pense que le film est, voilà, un film très sec, 1h35, il me semble. Mais voilà, il se propose une réflexion sur l'état du racisme aux États-Unis. Il se propose également une réflexion sur l'état d'une société globale. Donc voilà, il y a différentes grilles de lecture. Et puis. Et la manière dont ils vont s'antagoniser un peu l'un et l'autre. Enfin, Oui. c'est ce que tu as amorcé tout à l'heure comme idée, mais je trouve vraiment que le film est intéressant là-dessus. C'est-à-dire qu'à travers deux personnages de paumés, comment en fait finalement, alors, sans aller trop loin, mais globalement, ils finissent par être plus que l'antagoniste de l'un contre l'autre. C'est Oui. même la seule chose intéressante à faire. Et ils se retrouvent tellement sous la merde, on va dire. Peut-être sous l'eau, et que du coup, le seul échappatoire qu'ils auraient, c'est de se prendre le bec, et ce qui, évidemment, dans un cadre professionnel d'un braquage, n'est pas la chose la plus Mais du coup, sérieuse à faire. Du coup, c'est vraiment terrible, parce que tu pourrais dire, en fait, voilà, cette société américaine vraiment n'a vraiment aucune échappatoire. Enfin, le seul échappatoire qu'il va y avoir, ça va être l'implosion, littéralement. Et en fait, c'est Robert Wise, en ce sens-là, il fait un peu comme alors, je parle beaucoup du jour où le jour où la Terre s'arrêta, parce que je l'ai en tête, mais il fait des films qui sont fausses. Il fait pas des films optimistes, en fait. Wise, et franchement, je pense que c'est un authentique pessimiste. Et à ce niveau-là, ce film-là, vraiment, draine tout le pessimisme de Wise. Et après, il y a un autre truc en termes de mise en scène que je trouve absolument incroyable. C'est
plus sa direction d'acteur, c'est qu'il y a une chorégraphie des personnages qui est hallucinante. Il y a la scène... D'autant quoi, il est fort quand même pour faire des films de groupe, hein, que ce soit des comédies musicales ou des choses comme ça, ou même quand il a fait Nous avons gagné ce soir, donc il y a un film sur la boxe, sur la boxe, donc sur le mouvement, c'est des choses qu'il arrive très très bien à capter. Ah ouais, mais là c'est hallucinant parce qu'en une scène, moi il m'a bluffé en une scène, c'est la scène, on va dire la scène du peignoir, si je puis dire ça comme ça, où il est avec sa voisine, enfin il y a une espèce de flirt, il y a un flirt qui s'engage et il y a une chorégraphie hallucinante d'un érotisme incroyable, et en même temps tu vois que ces deux personnages pareil sont délaissés pour compte, et en fait il y a une espèce d'énergie du désespoir, d'une chorégraphie du désespoir qui est hyper belle, alors que voilà, on le répète, le personnage de Robert Ryan par exemple a tout pour être détestable, et avec cette chorégraphie là on arrive à trouver un semblant d'empathie à ce mec, à ce salopard-là. Et je trouve que c'est assez admirable. Du coup, le film est faussement manichéen. Mais parce que Ryan, il est fort aussi, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un mec qui a toujours l'impression que tout emmerde, mais en même temps, il a un côté assez touchant, parce vu qu'il a toujours l'air en détresse, parce que tout l'emmerde, on a quand même envie de l'apprécier. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à ça, mais tu vas me dire, parce que j'ai pas revu le film, moi, très récemment, mais je l'ai vu il y a quelques mois. Ça me fait penser, ce que tu disais, Thibaut, moi, c'est à l'idée un petit peu de la femme fatale qui a disparu du film noir, et dans cette chorégraphie, avec cette voisine de palier, je me demandais si le personnage de Ryan ne retrouvait pas une sorte de personne qu'il allait un petit peu fantasmer, ou cette idée romantique qui s'ouvrait un peu, mais finalement qui se fermait. Fantasmatique, quoi. Ouais, c'est ça, mais qui s'arrêtait finalement assez vite, parce que Ryan, il n'est pas au stade où il pourrait tomber. Bah ouais, en fait, c'est vrai, parce qu'en fait, ce personnage féminin est hyper intéressant. On la voit franchement 2 scènes. Et tu sens qu'il y a un background de ce personnage. Il y a un hors-champ de ce personnage qui est hallucinant. Et en effet, ça pourrait être ça. Mais Ryan l'évacue parce qu'en fait, il en a tellement plus rien à foutre, et il est tellement désenchanté qu'en fait même ça, donc c'est la fuite en avant, et qu'il n'y a plus rien pour le rattraper. Retrouver en fait l'antagoniste de la femme fatale, il l'évacue parce qu'il se dit bah ouais non mais de toute façon je suis qu'un moins que rien, je m'en fiche quoi, et il va retrouver cet antagoniste là qu'à la toute fin. Mais ouais, il évacue des figures qu'on connaît. Comme celle de Shelley Winters, parce que d'habitude le film noir était polarisé entre la femme fatale et la femme positive. Et là, Shelley Winters, c'est la femme positive qui l'évacue aussi finalement. Et qui est totalement évacuée également. Alors que il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir antagonistes, les personnages pourraient avancer de cette manière-là, mais non, en fait, lui, il reste dans son plumard, elle sort, et puis basta. Et en fait, c'est jeté, c'est laissé derrière la porte. Alors, il y a un hors-champ incroyable sur ces deux personnages féminins, mais le perso de Robert Ryan, il s'en fiche totalement, et ça c'est admirable en fait. Au final, c'est le côté tragique. Le film est plus intéressant dans ce qu'il ne dit pas que dans ce qu'il vois dès le début de toute façon que le truc ça va aller droit dans le mur, et dès qu'il y a une porte de sortie possible pour n'importe lequel des persos, que ce soit Belafonte ou bien Ryan, ils vont surtout ne pas la prendre. Ils vont foncer dans le mur qui est à côté. Oui. Puis je pense à ça sur Ryan justement, qui s'intéresse à rien. Il y a ce moment que je trouve génial où il va dans un bar, il boit un coup, et il y a des militaires à côté qui sont en train, des jeunes militaires en train de jouer avec des filles, un peu. Et il y en a un qui bouscule Ryan lui dit lui fait juste une réflexion, l'insulte un peu, et l'autre s'énerve, et d'un coup Ryan, qui voulait éviter le conflit, fait le coq, le jeune quoi, c'est ça, et Ryan le regarde, et l'autre lui arrête pas de lui dire vas-y lance-moi un coup de poing, et Ryan à la fin il fait ah ouais, et on voit vraiment Ryan son visage se bloque, il regarde l'autre, on a l'impression qu'il s'intéresse, il se dit enfin il y a un petit truc que je vais pouvoir montrer là. Il lui dit n'importe quel type de coup de poing. Il fait bien traîner le truc et tout. Et l'autre fait OK. Là, Ryan lui envoie une sorte de combinaison de coups qui couche le type en deux. Alors tout le monde en veut aussitôt à Ryan, et lui se rend compte qu'il a fait une connerie. Mais pendant quelques instants, on a l'impression qu'il s'était dit tiens, je vais enfin faire un truc dont j'étais content. Et alors là, c'est vraiment. Je vais humilier un gamin. Ça me faisait penser juste au truc de Ryan qui avait dit que. Enfin, il aimait pas du tout être star américaine. Enfin, il était pas très heureux. A priori, il a dit moi, je me suis senti bien que quand j'étais champion de boxe à l'université. Et en fait, en revoyant ça, je me suis dit peut-être que Ryan, pour tourner la scène, il s'est dit tiens là je comprends ce moment-là, mais voilà. Mais ça c'est pareil, parce que dès qu'il peut foutre un coup de poing, il est content. Côté il y aurait pu y avoir une espèce de, avec cette scène-là, elle est intéressante parce qu'il y aurait pu y avoir une espèce de corporatisme militaire. T'es un ancien, je te respecte, machin, mais pas du tout. C'est évacué. Il y a le conflit de génération, et pareil, c'est évacué en 2 secondes. Pareil que c'est la même situation que vis-à-vis de la femme fatale ou de sa compagne. Elle s'est évacuée en 2 secondes. Vraiment, c'est un film d'évacuation. C'est exactement ça. Et en fait, ça rejoint le plan du début où il y a une bouche d'égout, c'est une évacuation. Et en fait, le film n'est que ça, jusqu'au final, qui est assez surprenant au final, parce que
jusqu'au final qui est assez surprenant au final, oui. Parce qu'en fait, on s'y attend pas du tout. Parce que Robert Wise a changé la fin aussi, parce qu'a priori dans le script initial, Ça se terminait ça bien. se terminait mieux, quoi. mieux. Il y avait une genre de cohabitation, voilà. de reconstruction de l'idéal de communauté américaine. Voilà, le qui se melting rejoint. pot, ça fonctionne Voilà, au final. c'est Et ça. en fait, Comme quoi, tu vois, on peut pas être du raciste tout. et moins noir et marcher main dans la main. voilà, parce que la grandeur des Bon, États-Unis. pas compliqué quand même, mais... Mais là, non, ça termine dans une espèce avec des silos. C'est graphiquement, c'est hallucinant. Oui, Ça rappelle White Heat un peu, le Oui. Raoul Walsh. Ouais, enfin, bref. Et, Cagney. et du coup, cette séquence-là, voilà, enfin, il trouve des raisons d'être. Du moins, Ryan, il trouve une raison d'être. Et au final, ça implose. Et ça, c'est absolument magnifique. Les deux, hein, d'ailleurs, je crois. Oui. Belafonte aussi, hein, quelque part. C'est lui qui m'a le plus surpris à la fin, presque. Parce que c'est lui qui décide de Oui. poursuivre et de se jeter dans Oui, le... oui. Donc voilà. C'est un film absolument magnifique. Donc, le coup de l'escalier, a.k.a. Odds Against Tomorrow de Robert Wise, qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray dans une très belle édition chez Rimini. On va passer à toute autre chose, mais on va continuer à parler de gens qui sont vénères. On va partir du côté du Chili. Abre la muralla. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Quilapayún avec La Muralla. Donc Quilapayún qui est un des groupes les plus fameux du Chili, le groupe qui a maintenant plus de 50 ans d'existence et une palanquée d'albums absolument merveilleux. Et donc cette chanson qu'on peut entendre dans le générique de fin du nouveau film documentaire de Patricio Guzmán, Mon pays imaginaire, Mi país imaginario, comme on dit là-bas, et qui donc fait partie d'une longue série de films que Patricio Guzmán entreprend depuis 1975 maintenant, même si ce n'est pas son premier long métrage, mais en tout cas le film qu'il a entre guillemets lancé sur la scène internationale, un film fleuve en 3 parties donc, qui s'appelle La bataille du Chili, qui racontait tous les événements de la révolte du peuple chilien contre la dictature de Pinochet, et c'est quelque chose qui va retravailler tout au long de sa carrière et de sa filmographie donc de films documentaires, notamment en 2010 avec le fabuleux la nostalgie de la lumière, je pense que j'y reviendrai. Et donc ce film-là prend pour cadre les révoltes au Chili durant l'année 2019 et les années qui ont suivi, qui s'inscrivaient dans un mouvement de révolte presque global, puisqu'il y avait des événements qui étaient assez similaires au Mexique et en Équateur, mais aussi en France, hein, si vous vous rappelez des Gilets jaunes, qui datent de la fin 2018 jusqu'à une partie de l'année 2019. Et donc, c'est une révolution qui, comme beaucoup de fois, a commencé sur une anecdote, c'est-à-dire c'était sur le prix de l'augmentation du ticket de métro dans la capitale du Chili, donc à Santiago, où directement c'était parti en sbeul avec une répression militaro-policière qui clairement ne fait pas du tout dans la dentelle, et la réaction donc du peuple chilien, et pas seulement dans la capitale, a été aussi virulente, avec une organisation presque de guérilla pour lutter contre les forces policières et militaires qui sont presque un pouvoir parallèle finalement, qui serait uniquement dirigé par le président, voire par des juntes parallèles. Et donc, Patricio Guzmán va montrer dans ce documentaire l'organisation de ces personnes, et notamment toute la question féminine, on va dire, de la question des femmes et puis des indigènes, parce que les deux luttes vont se rejoindre, et on peut dire que les mujeres là-bas, ça fait pas dans la dentelle non plus. C'est quelque chose qu'il traitait, donc je le disais tout à l'heure, notamment dans La nostalgie de la lumière, qui mettait en parallèle dans le désert de Atacama, au nord du Chili, les grands télescopes qui donc observent les étoiles, et en parallèle la quête des femmes pour retrouver les corps des membres de leur famille, dont la plupart ont été enterrés dans des fosses communes ou mis dans les camps de concentration donc du Chili. Officiellement, 30 000 personnes ont été butées là-bas. Officieusement, ça serait plutôt 2 fois plus. Et donc évidemment, tous ces corps n'ont jamais été officiellement tués par le régime chilien et par le régime de Pinochet. Mais donc, comme dans La nostalgie de la lumière, c'était plutôt les femmes du coup qui prenaient en charge tout ce travail-là, pour une raison assez simple, c'est que la majorité des gens, pas tous, mais la majorité des gens qui ont été emmenés dans les camps étaient des hommes qui donc sont tous morts. Et donc c'est les femmes qui ont dû prendre en charge ce travail de mémoire de la violence du régime de Pinochet. Et finalement, ce que montre aussi Guzmán là-dedans, c'est que le futur possible
pour la politique au Chili passe aussi justement par la question du féminisme. On peut dire qu'elles sont clairement ultra vénères. Il y aura beaucoup de propos de femmes qui seront interviewées avec des images d'émeutes, des images d'émeutes qui valent le détour, parce que quand on voit des Chiliens qui balancent des cocktails Molotov sur les voitures de flics, voilà, moi j'appelle ça de la lutte, quoi, quand même. C'est quand même autre chose. Et donc, au fur et à mesure, donc, les revendications, parce que les émeutes et les événements vont durer quand même plus d'1 an donc au Chili, ça va développer sur la volonté de mettre en place une nouvelle constitution, parce que pour l'instant au Chili c'est la même depuis le régime de Pinochet, et donc avec la création d'une assemblée constituante qui sera plus représentative des différents peuples chiliens, à la fois les indigènes, avec les Indiens, avec ceux des villes, avec les terres très très pauvres donc, du nord du Chili, pour essayer de remettre un peu la question du peuple sur la place centrale. Donc l'Assemblée constituante, elle sera acceptée. Une nouvelle constitution sera écrite, qui a été refusée à une large majorité en fin d'année dernière, refusée à 62%, justement parce qu'il y avait encore beaucoup trop de choses qui ne correspondaient pas, on va dire, aux différents peuples au pluriel du Chili. Mais néanmoins, donc, Guzman a fini son film avant qu'on ait les résultats du référendum donc, en fin d'année dernière. Mais ce que je trouve enthousiasmant dans le film, au-delà des témoignages et au-delà même des images d'émeutes et de cohésion presque sociale qu'il va montrer, c'est que contrairement on vit comme globalement une époque de merde où il y a un certain côté négatif d'à peu près tout ce qui est possible, parce que globalement tout va mal en termes politiques, en termes écologiques, en termes social, en termes de lutte, en termes de représentation. Globalement, un bilan mitigé le XXIe siècle. Est-ce que là, ce que je trouve qui est enthousiasmant, ce qu'arrive à faire Guzman, c'est qu'au lieu de peut-être voir le côté négatif des luttes qui ne vont pas forcément arriver à leur fin ou à leur terme tel que nous on le voudrait, c'est-à-dire qu'il va quand même réussir à faire ressortir de tout ça tous les côtés positifs, toutes les questions de cohérence dans les luttes entre les différentes factions, entre différentes luttes qui a priori ne vont jamais s'accorder, que ce soit entre les jeunes, entre les meufs, entre les indigènes, face au trou de balle du pouvoir en face. Et je trouve que c'est pas une candeur, mais c'est réellement un vrai espoir dans le fait qu'une révolution est possible dans un pays, malgré qu'elle ait subi pendant des décennies une dictature hardcore, et que depuis 50 ans, la question de la mémoire est systématiquement évacuée de presque tous les discours officiels et de toutes, on va dire, les non-volontés institutionnelles, pour faire en sorte que ce passé soit accepté et soit surtout que soit mis en place un devoir de mémoire. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe en Espagne après la mort de Franco. Donc c'est le droit à l'oubli, tout ça, le fait de ne pas condamner ceux qui ont été les tortionnaires. Le documentaire qui a été produit par Almodovar, on en avait parlé. Oui, ici, c'est ça qui était sorti il y a 2 ans. Oui, Le silence des autres, je crois. Et peut-être, ouais. je vérifie. Où il y avait justement le même genre de problématique, et je trouve que dans les films de Guzman, pour le coup, il y a un enthousiasme intact envers la révolution, parce que maintenant c'est quelqu'un qui a quand même plus de 80 ans, qui a connu la dictature de Pinochet, l'euphorie de la révolution et de la libération, on va dire, et qui depuis 50 ans n'arrête pas de lutter par le prisme de ses caméras, par le prisme de ses films, pour essayer de montrer à voir que quand même, si le grand soir n'est clairement pas pour demain, la révolte est toujours possible, et la révolte a du bon, car elle va, a priori, normalement dans le sens de l'histoire, mais sauf que le sens de l'histoire, souvent, on l'y met, si ce n'est des bâtons dans les roues, en tout cas des coups de tonfa. Donc voilà, moi je trouve que j'étais enthousiasmé par ce film de Guzman, qui n'est pas forcément, je trouve, le plus maîtrisé ou même le plus beau de sa filmographie. Je reviens sur la Nostalgie de la lumière, qui est peut-être son plus beau film, en tout cas un des plus beaux documentaires des 15 dernières années. Mais donc en tout cas, allez voir si vous le pouvez Mon pays imaginaire, pour voir que quand même à 80 ans, on a toujours la révolution dans le sang, et ça c'est beau. Il tourne comment un peu en termes de technique, d'équipe technique autour de technique, plutôt des petites équipes. À 80 ans, je pense plus trop que c'est lui qui aille dans les manifs, mais en tout cas, c'est des mecs qui sont très très mobiles, qui vont vraiment partout, et il y a toujours dans les scènes d'émeute un vrai sens du cadre. Ça sera pas de l'esthétisme, mais il y aura clairement un sens de l'efficacité et un sens justement de remettre la figure d'une représentation révolutionnaire assez variée au centre de l'émeute.
Donc voilà, Mon pays imaginaire de Patso Guzman qui passe actuellement au ciné TNB à Rennes. Et toujours au ciné TNB, mais dans un genre totalement différent, c'est le nouveau film du rigolard polonais Jerzy Skolimowski avec EO, qui était au dernier festival de Cannes sous le titre de Ian. Pourquoi de Ian? Car donc son personnage principal est un âne et le film est comme une reprise de Au hasard Balthazar de Robert Bresson, mais par un Polonais dans la Pologne contemporaine. Donc c'est vous dire si on rigole. Donc on va suivre les pérégrinations d'un âne qui était bête de foire dans un cirque, va aller travailler à la ferme, va être emmené dans des abattoirs, va être tapé par une équipe de hooligans de Pologne complètement débiles. Donc on va suivre les différents atermoiements donc de ce personnage principal là qui est cet heureux chez Skolimowski, qui est comme un garçon un peu taré dans sa mise en scène, souvent ne va pas chercher à le personnifier comme un être humain, il sera vraiment strictement toujours représenté comme un animal, mais il va uniquement se focaliser sur son point de vue, à la fois sur son point de vue visuel et sur son point de vue auditif justement. Il y aura un gros travail de mixage sonore et un travail de montage visuel qui est absolument fabuleux, où à 85 ans, notre petit pote polonais on a clairement encore beaucoup sous la pédale, où il fait des expérimentations visuelles constantes. C'est emballé avec un rythme absolument insolent, avec un petit bémol sur la toute fin du film où tout d'un coup donc on est entouré genre que de polonais chelous qui parlent en polonais, donc c'est un peu bizarre parce qu'on connaît pas tout ça, et à la fin du film, dans le dernier tiers, dans une scène de 10 minutes qui justement nous fait sortir un petit peu de la fiction et nous sort en même temps du personnage de l'âne, arrive, elle est toujours dans tous les coups, Isabelle Huppert. Parce que c'est pas possible, elle est vraiment partout, et là d'un coup je pense que ça a aussi aidé pour le financement du film, et d'un coup ça nous sort un peu de l'intrigue, ça nous sort strictement de l'histoire de l'âne pour se concentrer sur le perso de Huppert et de un petit jeune que bien évidemment Isabelle va se taper, parce que c'est Huppert, à 70 ans elle va encore se taper des mecs de 25 ans. Voilà, parce que c'est son truc. Après tout, pourquoi pas, elle a le droit, mais vu que c'est systématique et que c'est pour le coup ça n'a strictement rien à voir avec le restant de la narration, ça te fait totalement sortir. Mais j'en ai rien à foutre de voir Huppert. Moi je vais retourner voir l'âne qui combattent dans les champs, que c'est comme beaucoup plus sympathique. C'est comme Robert Ryan tout à l'heure, c'est-à-dire lui il doit donner un coup de poing dans un film. Bon, chacun leur truc, selon le contrat quoi. Voilà, donc c'est presque le seul bémol que j'ai à faire au film de Skolimowski, qui en plus est plutôt pour le coup efficace et raide dans sa narration, parce que le film fait quand même 1h23, ce qui est appréciable. On voit clairement que ça va directement à l'essentiel, avec comme donc dans le film de Bresson une fin qui n'est clairement pas un happy end. D'ailleurs il y a une différence là-dessus par rapport au Bresson assez nette, où c'était assez proche finalement narrativement, narrativement c'est assez net en termes de mise en scène. Pour le coup il n'est pas du tout dans un truc de soustraction ou de blancheur de la mise en scène, on va dire, comme chez Bresson. Mais il essaie de raconter la même chose, ou il essaie un peu de raconter quelque chose d'un peu différent. Non, ça se rapproche quand même beaucoup, je trouve, en termes narratifs, mais vu qu'en termes visuels et en termes sonores, il fait quelque chose de totalement différent, finalement, on oublie quand même très vite le film de Bresson. C'est plus l'argument de départ qui va être proche, et dans le reste, dans la manière dont ça va être raconté, il s'éloigne clairement de Bresson, quoi. Il veut pas refaire un genre de mimétisme. Ou bien de reproduction. Le point de vue du coup d'animal, c'est en caméra subjective un peu Il y a les deux, parfois ça dépend, mais on voit plus en caméra subjective qu'on aura en même temps, on va dire, l'audition de l'âne justement, plus que... Voilà. Et donc il va vraiment jouer sur différents tableaux. Il y a quelques trucs visuels où parfois on se demande un peu qu'est-ce que c'est lui à foutre là. C'est peut-être genre des rushs de ses vacances quand il était au ski et qui genre d'un coup va foutre dedans en mettant l'image à l'envers. Tu dis effectivement c'est très joli, pourquoi pas. Je vois pas le rapport avec le fait que le mec fait genre un voyage en bagnole, mais bon après tout pourquoi pas, hein. Il s'amuse comme il peut quoi. Jerzy maintenant il se dit que bon, foutu pour foutu, autant y aller à fond les ballons quoi. Donc c'est vraiment je m'attendais vraiment pas à grand chose, parce que Skolimowski, j'ai un peu l'impression que c'est un film sur deux, des fois il rate un peu son coup, mais là effectivement je trouve que c'est en tout cas à voir en salle, c'est clairement un truc qui vaut le détour. Et il avait de l'argent pour celui-là? Je pense un petit peu justement le fait qu'il y ait Huppert pour faire le film, je pense que ça lui a permis quand même d'avoir un peu de maille et de pouvoir filmer dans beaucoup d'endroits et de décors différents justement. Ouais. Ok.
Sinon, là, pour revenir sur le Guzman, le film dont on parlait, produit par Almodovar, c'est bien Le Silence des Autres, 2018, réalisé par Almudena Caracelo et Robert Barr. Voilà, C'est super. exactement, très beau film. Oui. Merci Thibaut. Sur le devoir de mémoire espagnol. Exactement, merci. Donc voilà, c'était EO de Jerzy Skolimowski, actuellement dans les salles françaises et à Rennes au ciné TNB. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment cette la notion plus de grande vie. merde des Extrêmement merdes. important. Alors, les coups de cœur, Simon. Alors ça va être Le Coup de l'escalier, moi, forcément, comme on a tout parlé là, c'était un excellent film. On disait un mot là-dessus tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait presque le voir comme le dernier film noir à la limite, parce que des fois on met la soif du mal, etc. Mais c'est comme celui-ci rejoue plein de figures du film noir, avec ce côté d'évacuation dont on a parlé, ça pourrait assez bien fonctionner. Et puis sinon, c'est La Dernière Chevalerie de John Woo, super film de sabre. Voilà, film de sabre fin des années 70. Ouais, avec un excellent combat contre le sabreur endormi, peut-être un petit bijou de Un mise en excellent scène. concept. Merci Thibaut. Moi, ça va être Bacurao de Kleber Mendoza Filho et son co-réalisateur, je ne l'ai plus, C'est Dornelles, mais j'ai oublié le prénom. Jordan. Bon, bref, passons. Dont on avait parlé ici au moment de sa sortie Voilà, il y a 3 donc ans. Kleber Mendoza Filho, l'un des grands cinéastes brésiliens contemporains, l'un des grands cinéastes de genre contemporain. Et ici, c'est une espèce de science-fiction, mais totalement détruite, science-fiction ultra politisée sur le Brésil pré-Bolsonaro. Et science-fiction totalement déconstruite parce qu'en fait, elle ne représente que l'actualité. Et ça, c'est absolument fascinant. Et puis, bon, les références Carpenter, Peckinpah, tout ça. Mais vraiment, cette déconstruction de la science-fiction est fabuleuse. Ouais, un grand film vénère, effectivement. Oh là là, puis il y a des explosions bien goraces là. Ouais. Sympathique. Merci. Alors moi, ce sera Et disponible sur Arte en ce moment. Exactement. Donc moi, ce sera 2 films de vieux cul. Tout d'abord, Gentleman Jim de Raoul Walsh que j'ai revu avec un Errol Flynn absolument fabuleux, un des plus beaux films de boxe qui existent. Peut-être le plus beau. Peut-être le plus faut beau. le dire. Effectivement, on peut le dire avec un petit jeu de jambes de Errol Flynn. C'est comme ça qu'il va battre son adversaire. C'est absolument formidable. Et sinon, sur tes conseils, Un homme est passé de John. C'est Sturgis, donc voilà, avec un casting de demi-sel, donc Robert Ryan dont on parlait tout à l'heure, il y a Spencer Tracy, il y a Lee Marvin, Ernest Borgnine, voilà, des gens perdus au fin fond d'un bled dégueulasse, un mec arrive, les autres l'aiment pas, ils savent pas pourquoi, mais ils l'aiment pas et donc ça va partir en sucette. Une sécheresse absolument impeccable, un final peut-être un peu moins baroque qu'il n'aurait dû, mais qui néanmoins est un film absolument merveilleux et un roman aussi, je crois, qui est pas tout mal. Le roman, non, il est correct, mais le film est meilleur en fait, à comparer. C'était dans les films en cinémascope, au même moment, il y avait Les Inconnus dans la ville, qui étaient les 2 films en scope, film noir, et là, qui était sorti d'un excellent roman de William H. Heath. C'était très intéressant. Donc voilà, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Pif Paf de Hong Kong et d'autres choses. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup à Valentin à la technique. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Merci, bonne soirée.